Bonsoir, merci de suivre le 23h à la une de l'actualité. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a rencontré ce lundi le ministre nigérian du Transport. Le développement des infrastructures économiques en Afrique de l'Ouest était au centre des échanges. Nous nous intéresserons à la 8e réunion annuelle des acteurs de la lutte contre le travail des enfants. La rencontre s'est ouverte ce mardi en présence de la première dame Dominique Ouattara sous le thème « Intensifier les bonnes pratiques pour lutter contre le travail des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire et au Ghana ». Le dossier Eco-Plus table sur les zones industrielles. Depuis quelque temps, on constate la présence illégale d'habitations à proximité de ces zones. Qu'est-ce qui est fait pour juguler ce phénomène afin d'éviter le pire? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Bienvenue pour cette demi-heure d'information. Direction le palais présidentiel où le chef de l'État Alassane Ouattara s'est entretenu hier avec le ministre nigérien des Transports Mahamadou Karidjo. Les échanges ont porté sur le développement des infrastructures économiques en Afrique de l'Ouest. À Ouattouri. La Côte d'Ivoire et le Niger, ensemble pour la réalisation de grands projets dans la sous-région ouest-africaine. C'est dans ce cadre que le ministre nigérien des Transports, Mahamadou Karidjo, est venu remettre au président de la République Alassane Ouattara un message de son homologue Mahamadou Issoufou, un message d'amitié qui va dans le sens du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Nous avons échangé sur les engagements des deux présidents à rapprocher les peuples, à soutenir des projets intégrateurs qui vont permettre à nos deux pays de mieux faciliter le commerce et la circulation des personnes. Ensuite, nous avons échangé sur les possibilités pour consolider, réhabiliter et prolonger les voies de communication, notamment les chemins de fer entre les différents pays de la sous-région. La réhabilitation et le prolongement du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou constitue l'un des grands projets structurants que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest entendent mettre en œuvre. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire a abrité hier l'Assemblée générale constitutive du RHDP. Ce rendez-vous a vu la mobilisation de dizaines de milliers de militants et sympathisants. L'ordre et la sécurité étaient également de mise au cours de cette importante rencontre, comme nous l'expliquent Ahmed Traoré et Abou Sanougou. Ils étaient nombreux à effectuer le déplacement au Sofitel Hôtel Ivoire pour participer à l'Assemblée générale constitutive du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ils sont venus aussi bien de communes du district d'Abidjan que des villes de l'intérieur du pays. De l'hôtel communal de Cocody au Sofitel Hôtel Ivoire, la mobilisation était totale. Le président du comité d'organisation d'Amambi Togo veille ici à ce que tout se déroule sans accroc. Au plan sécuritaire, la police nationale et des autres forces maintiennent l'ordre. Les contrôles aux entrées sont assurés. D'abord, on est passé de 10 000 participants à 20 000. Et vous vous rendez compte comment la mobilisation est totale. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie d'estimer ceux qui sont là, on part facilement à 70, 75 000, voire 80 000. Parce que quitter d'ici jusqu'au carrefour Saint-Jean, eh bien, c'est bourré de monde. Difficile ailleurs d'avoir accès à la salle. À l'intérieur du palais de congrès, Archicom, difficile de se frayer un passage. Les militants du RHDP ont fortement répondu à l'appel des organisateurs, ceux pour exprimer leur adhésion au RHDP unifié. Le RHDP n'est pas forcément des enfants nés des partis qui constituent aujourd'hui le RHDP. Même ceux qui sont en périphérie de ces partis qui s'unissent aujourd'hui ont leur place dans ce grand bloc. Le RHDP, c'est l'unité nationale. Le RHDP, c'est une autre forme de réconciliation nationale également. Donc pour nous, c'est une très très bonne chose et on est heureux d'accélérer la mise en place des structures du RHDP. Nous sommes donc là pour apporter notre soutien total, indéfectible au président Alassane Ouattara et à tous les partis membres
RHDP, pour que véritablement ce parti puisse voir le jour et contribuer à continuer à stabiliser la Côte d'Ivoire au plan économique et au plan social. Plusieurs têtes couronnées ont participé à cette Assemblée générale constitutive, de même que tous les partis politiques concernés. Dans la grande salle du Palais de Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, l'ambiance était entretenue par des artistes de renom. Je vous invite à suivre les différentes réactions à l'issue de l'Assemblée générale constitutive du RHDP à l'Hôtel Ivoire. Les différents propos ont été recueillis par nos reporters. Le président Alassane Ouattara a montré la grandeur du message du président Félix Houphouët-Boigny. Un message prémonitoire qui appelle les Ivoiriens au dialogue, au rassemblement, à transcender nos différences, mais à mettre ensemble notre diversité comme force d'union, de travail pour une grande Côte d'Ivoire. Le président a donc invité tous les Ivoiriens épris de paix, de démocratie, se reconnaissant dans les idéaux du fouet, à rejoindre le RHDP. Mais mieux, il a montré aussi qu'il n'y a pas meilleure façon d'immortaliser Houphouët-Boigny que de désigner notre grande famille politique comme étant le rassemblement des oufouettistes. C'est pour nous une grande joie, une grande émotion de voir aujourd'hui les enfants du président Félix Houphouët-Boigny se rassembler autour du parti unifié, le RHDP. Les contingences du moment exigent qu'une union soit sacrée avant d'aller en émergence. C'est pour cela que je pense que l'appel est à propos et il faut faire confiance au président de la République. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, pas pour nous, pas pour le président Ouattara, pas pour le président Mabry et pour tous ces présidents des partis du RHDP. Nous l'avons fait pour la mémoire du président Houphouët-Boigny et pour la Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait pour les générations futures. Tous les militants sont venus, mais mieux, le grand centre, n'est-ce pas, avec les chefs, aujourd'hui verra le jour ce projet tant caressé depuis 2005, à savoir la naissance du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce message qu'il a lancé, c'est un message à l'apaisement, un message à la réconciliation et surtout un message de retrouvailles entre les enfants d'Oufoué. Le MFA est déterminé et reste convaincu pour la création du parti unifié. Les enfants d'Houphouët-Boigny qui croient à la paix, qui croient en l'union, à la solidarité, ont pris date aujourd'hui pour créer le RHDP, parti unifié. La Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant. Et aller de l'avant suppose qu'on est ensemble, qu'on est unis, qu'on gagne. Parce qu'on a dit que quand on est ensemble, on est plus fort. Et cette dynamique, il faudra pouvoir la suivre et il faut l'accélérer et permettre aux Ivoiriens de connaître le bonheur. Il s'agit de la naissance du parti qui va rassembler tous les enfants de Houphouët-Boigny. Et pour moi, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à la Côte d'Ivoire. En qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara a ouvert ce matin la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Il s'agit de la première rencontre du genre en Côte d'Ivoire. Elle enregistre la participation de hauts représentants de gouvernements américains et ghanéens, ainsi que de l'industrie du cacao et du chocolat. Pendant 3 jours, les participants vont plancher sur l'intensification des moyens de lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire et au Ghana. Mama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, dénombre 72 millions d'enfants travailleurs en Afrique subsaharienne. 85% de ces enfants exercent dans les filières agricoles telles que le cacao. Une situation alarmante que combat depuis 2010 le groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire et au Ghana. Chaque année, les deux parties, soutenues par le gouvernement américain, l'industrie cacaoyère et la société civile, tiennent une réunion annuelle. Cette année, elle se tient pour la première fois en terre ivoirienne, en présence de la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. L'objectif étant de passer en revue les efforts déployés
en vue d'éradiquer le travail des enfants. Grâce à la coordination et au suivi des actions, nous enregistrons au fil des années des progrès notables vers l'atteinte de notre objectif commun, à savoir celui de réduire de 70% les pires formes de travail des enfants dans le secteur du cacao au Ghana et à Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Nous, en tant que pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire devons être engagés, mais nous devons tout de même, en tout cas, encourager l'industrie du cacao à acheter nos productions à des meilleurs prix. Dans cette ambition de produire du cacao et du chocolat sans nuire à l'épanouissement des enfants, la Côte d'Ivoire et le Ghana peuvent compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique. Près de 7 milliards de francs CFA consentis par le gouvernement américain pour financer des actions de lutte. Un geste salué par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Éliminer le travail des enfants de la chaîne de production du cacao dans nos pays n'est ni un slogan, ni une simple déclaration de principe. Il s'agit d'une réponse collective qui requiert un engagement fort et la détermination de tous les acteurs impliqués. Le double objectif recherché est tout d'abord de garantir la durabilité de notre économie cacaoyère, mais surtout de protéger nos enfants et de leur assurer un avenir meilleur. Pour cela, il faudra rechercher et développer de nouveaux partenariats en vue d'étendre nos actions à l'échelle nationale et sous-régionale. C'est grâce à l'implication et aux efforts de tous que nous parvenons à faire bouger les lignes dans ce combat pour la protection de nos enfants. Mettre fin au travail des enfants d'ici à 2025, un point clé des objectifs de développement durable. Nul doute que l'atteinte de ces objectifs sera au cœur de cette 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. C'est parti pour la campagne de vaccination obligatoire des animaux. L'édition 2018 a été lancée par le ministre des Ressources animales et halieutiques ici à Abidjan. Plusieurs équipes de vaccination vont sillonner le pays dans les prochains jours dans l'optique de vacciner les cheptels en vue de prévenir des maladies telles que la grippe aviaire et la peste porcine. Grâce Kando. Depuis décembre 2016, aucun cas de grippe aviaire n'a été constaté en Côte d'Ivoire. Le dernier cas de peste porcine en Côte d'Ivoire a été enregistré et maîtrisé en septembre 2017 à Fek-Sédougou. L'enjeu aujourd'hui pour le ministère des Ressources animales et halieutiques est de prévenir, sinon d'éviter ces maladies animales aux conséquences dramatiques pour les éleveurs et au-delà pour l'économie ivoirienne. Mais cela passe par un meilleur suivi vétérinaire des animaux. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient donc de lancer la campagne de vaccination obligatoire contre les maladies animales. La campagne de vaccination obligatoire contre les maladies animales pour l'année 2018 est placée sous le slogan « Je participe au développement de mon pays en vaccinant mes animaux ». Chers éleveurs, je vous demande de présenter vos animaux et tous vos troupeaux aux agents vaccinateurs, car il y va non seulement de leur santé, mais aussi de celle des populations humaines et particulièrement de l'amélioration de vos revenus. Cette campagne de vaccination obligatoire concerne les bovins, les ovins, les caprins, les petits ruminants et les volailles. Pour la réussite de l'opération, les vétérinaires et agents vaccinateurs ont reçu du matériel roulant et des kits de vaccination. Venons-en au dossier du jour. Les zones industrielles occupent une place prépondérante dans le développement du tissu industriel en Côte d'Ivoire. Mais depuis plusieurs années, la pression démographique et foncière a favorisé la présence illégale d'habitations à proximité de ces zones. Que fait le gouvernement pour freiner ce phénomène? Notre reporter Cheikh Koné s'est rendu à la zone industrielle de Yopougon pour trouver des réponses. Suivez son constat dans ce nouveau numéro d'EcoPlus.
Un incendie d'une rare intensité, une usine de peinture ravagée par les flammes. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs commerces et habitations à proximité partis en fumée. Ce drame est survenu en décembre 2017 dans une zone industrielle au sud du district d'Abidjan. Quelques mois avant, c'était une usine de fabrication de bitume. Les ménages, tous détruits. Une situation qui met au grand jour la question des habitations à proximité des zones industrielles. Yopougon, la commune abrite la plus grande zone industrielle du pays. Superficie 645 hectares. Mais 23% de cet espace est occupé par des habitations surtout précaires. Un phénomène qui prend de l'ampleur avec des populations riveraines qui côtoient en permanence le danger. Aristide, Yves et Jean-Jacques sont des leaders d'associations de jeunesse dans le quartier de Mikao à Yopougon. Un quartier d'environ 5000 âmes à proximité de la zone industrielle de Yopougon. Mais voilà maintenant plusieurs années que ces jeunes se battent pour éviter le pire. Les soirs, quand on dort, par moments, on a des odeurs suffocantes qui arrivent jusqu'à nous. Et même, on a l'impression que c'est dans ces usines-là que nous vivons. Non loin de là, dans le quartier d'Andokwa, c'est la situation inverse. Malgré le déclassement de ce site pour cause d'utilité publique, des unités industrielles continuent d'y exercer depuis une vingtaine d'années. Cette série nous cause assez de dégâts comme quoi les maisons qui ont été construites aujourd'hui sont fissurées. Le déchargement des billes de bois fait que les murs n'arrivent pas à tenir. Quand il pleut, c'est comme on n'arrive pas à passer, la voie est complètement parée. Cet opérateur n'a pas eu d'affectation officielle de l'État pour s'installer donc et travailler dans ces conditions. C'est une zone qui initialement était dédiée à une zone d'activité artisanale. Donc la plupart de tous ces autres opérateurs qui sont venus s'installer n'ont pas forcément respecté la procédure, si bien qu'ils ne sont même pas identifiés. Déchets industriels, odeurs nauséabondes, cadre de vie insalubre, tel est le quotidien des populations riveraines. S'il y avait peut-être des experts pour nous indiquer que les maux dont les habitants souffrent étaient liés à tout ce qui est fait à côté, on serait plus rassuré, sinon plus renseigné sur l'origine des problèmes que nous avons au niveau de notre santé ici. Quand les populations se plaignent, on se rend sur les lieux et on regarde si effectivement la plainte est avérée. Au cas par cas, on analyse. On appelle l'opérateur, on le convoque ici. Deux fois même, on prend un arrêté d'interdiction ou bien d'arrêt des activités. Avec une vingtaine de zones industrielles reparties sur près de 4000 hectares, le secteur industriel ivoirien représente 22% du produit intérieur brut, 5200 entreprises et 800 000 emplois. Mais les réserves foncières à usage industriel bien identifiées sur les différents plans d'urbanisme n'ont pas été aménagées en raison de l'absence de leur viabilisation. Conséquence, la forte pression démographique, principalement à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays, a eu raison de ces espaces. Pour résoudre cette question, le gouvernement opte pour la création de nouvelles zones respectant les normes en la matière. À couper jeudi PK24 est la matérialisation de cette nouvelle vision. Excentrer le plus possible les zones industrielles des lieux d'habitation. Située à une dizaine de kilomètres d'Abidjan, la zone d'Acoupé jeudi PK24 a bénéficié de près de 22 milliards de francs CFA pour l'aménagement de la première tranche de 50 hectares sur la superficie globale de 940 hectares. Malgré ces efforts du gouvernement, le taux d'implantation des entreprises est de loin les projections attendues. Sur la poignée d'entreprises en cours d'installation, les travaux avancent, mais des attentes demeurent. Il faut un petit peu accélérer la réalisation, la fin de ces travaux, parce que certains industriels ont déjà démarré, donc il y a un décalage entre l'infrastructure et le démarrage des usines. Et donc ça ralentit un peu l'activité. Donc il faut finaliser assez rapidement certains travaux, comme l'assainissement, comme l'amener de l'eau potable. Nous avons construit une station de traitement d'eau conforme aux directives du SIAPOL, etc. L'inquiétude, c'est de ne pas trop savoir où rejeter nos eaux polluées après les avoir traitées, sachant que le démarrage de l'activité est imminent. Des attentes que l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles AGEDI s'emploie à résoudre. Lorsque le gouvernement a identifié ce périmètre, les ministères qui ont des services donc, qui sont complémentaires de la mise en œuvre de cette zone ont entamé également différents projets afin de rendre donc la zone opérationnelle. Depuis sa création en 2013, l'AGEDI multiplie les stratégies pour doter la Côte d'Ivoire de zones industrielles modernes.
La réhabilitation des zones existantes, comme celle de Yopougon qui a coûté 24 milliards de francs CFA, les études pour les zones de Vridi et Koumassi en cours, l'opération d'immatriculation et d'identification lancée en janvier dernier avec pour cible plus de 1000 unités industrielles sont la preuve d'un engagement. Un grand pas a été fait et la nouvelle zone qui est en construction, l'intérieur qui est en train également de connaître les différents projets, on peut dire que nous sommes lancés vraiment sur la bonne voie. Et il faut maintenir le cap. Et dans quelques années, on peut dire qu'on verra des zones modernes, des zones industrielles modernes qui vont rien envier à ce que nous découvrons également dans les pays émergents. Les zones industrielles sont un indicateur efficace en matière de création d'emplois et de stabilisation de la démographie en milieu urbain. Leur rôle dans le développement du tissu industriel n'est plus à démontrer. En la matière, l'exemple ivoirien fait cas d'école dans la sous-région. Une vingtaine de pays africains se sont réunis à Abidjan pour partager leurs expériences sur la protection des matières nucléaires. Ces matières sensibles sont utilisées dans l'agriculture, le transport et la médecine notamment. L'Agence internationale de l'énergie atomique exhorte les États à ratifier l'amendement sur ces composés radioactifs. Didier Nguessan, François Diou. Les matières nucléaires sont des composés radioactifs à fort potentiel énergétique. Elles sont utilisées à des fins civiles dans plusieurs secteurs d'activité, notamment en médecine. Grâce au rayonnement ionisant et au développement technologique, notre pays peut se féliciter aujourd'hui de disposer d'un centre national de radiothérapie. Si nous sommes fiers de cette infrastructure censée abriter des sources de rayonnement ionisant, nous ne devons pas perdre de vue qu'une utilisation des dites sources sans un minimum de normes nous expose tous à des dangers irréversibles. Il faut protéger ces matières sensibles. L'Autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont donc convié à Abidjan une vingtaine de pays. Objectif, promouvoir la ratification de la Convention entrée en vigueur en 1987 et amendée en 2016. Ce niveau de protection s'applique à tous les États. Ça s'applique aux États-Unis, ça s'applique en Côte d'Ivoire, ça s'applique au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Si on applique les mêmes niveaux de protection physique par rapport aux matières nucléaires, on empêche que les entités infranationales puissent accéder et on sécurise ces matières de sorte à promouvoir la paix et la stabilité dans le monde. 3 jours durant, experts, physiciens et autorités de régulation du nucléaire civil vont partager leur expérience. Le dispositif mis en place par le Niger, important fournisseur d'uranium dans le monde, est un exemple en Afrique. Ce mardi 17 juillet marque le 20e anniversaire du statut de Rome. Il a été adopté pour apporter une réponse idoine aux crimes de masse commis dans le monde. Cette commémoration coïncide avec la Journée internationale de la justice pénale internationale. Le gouvernement ivoirien a réitéré son attachement à travailler pour l'établissement de la justice dans le pays. Gabriel Zani. 20 ans après l'adoption du statut de Rome instituant la CPI, la Cour pénale internationale, et 16 ans après son entrée en vigueur en 2002, beaucoup d'avancées, mais nombreux sont les défis à relever. À la célébration de cet anniversaire de l'adoption du statut de Rome, l'heure est au bilan. La création de la CPI a suscité beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, après 20 ans d'existence, la CPI est comme tout adolescent en devenir. Il faut l'aider à surmonter les épreuves et à corriger les erreurs. Je voudrais donc souligner que l'impunité qui prévaut pour le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité a de graves répercussions sur la prévention des conflits et le développement durable. Aider la CPI, c'est le plaidoyer que soutient le président de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Car la valeur ajoutée de la Cour n'est pas encore perceptible, tant la durée de ses enquêtes et procès remettent en cause sa performance eu égard aux affaires pendantes. En 20 ans, la CPI a été saisie de 26 affaires. Ses juges ont délivré 9 citations à comparaître, prononcé 8 condamnations et 2 acquittements. 11 enquêtes et 10 examens préliminaires sont en cours. C'est le lieu donc de saluer la collaboration des États parties. Le statut de Rome que nous célébrons tous aujourd'hui autour du thème
bâtir un monde plus juste, représente une vision commune des États et de la société civile de tous les continents, selon laquelle certains crimes sont tellement odieux que leur poursuite doit être assurée par une institution internationale forte et permanente qui respecte le principe de la complémentarité et protège ainsi à la fois la souveraineté nationale et la capacité de toute la communauté internationale d'endiguer le péril pour toute l'humanité. Il convient aussi à l'État ivoirien de réitérer ses engagements vis-à-vis du statut de Rome. L'État du Côte d'Ivoire, pour sa part, continuera à consolider la coopération qu'elle a avec la Cour pénale internationale, à soutenir les actions de la Cour à travers une coopération judiciaire efficace. Le statut de Rome est un pacte de responsabilité des États en faveur de la justice et de la protection des droits humains. En ce sens, la performance de sa cour, la CPI, doit être améliorée. Une table ronde s'est tenue pour recueillir les propositions de juristes présents à la célébration en vue d'apporter une réponse juridique équitable à la commission des crimes de masse dans le monde. Mettons le cap sur la Riviera 3, dans la commune de Cocody. L'immeuble abritant le supermarché Orca Déco, des magasins et des habitations, a été détruit lundi. Sa démolition découle de la volonté du gouvernement de libérer les points de passage de l'eau afin d'éviter de nouveaux drames en cette saison pluvieuse. On en sait plus avec Issaïou. Ce lundi, à Cocody, Carrefour Riviera 3, 9 kilos, des machines ont détruit le bâtiment abritant un supermarché, des magasins et des habitations qui détournaient les eaux de pluie de leur trajectoire. Nous sommes dans un bassin d'orage. Le bassin de... Ce que vous voyez là, il y a eu du remblai. Et après le remblai, on a un bassin de retenue d'eau. Alors tout ce travail-là, c'est pour permettre à l'eau de pouvoir être retenue ici avant d'être évacuée, pour éviter qu'il y ait encore des dégâts que nous avons connus ici à Labra. Dame Kouadio habitait juste derrière ce bâtiment au moment des inondations. Elle et ses enfants ont eu la vie sauve grâce à un voisin. Aujourd'hui, à Benjerville, avec sa progéniture, elle salue la mesure du gouvernement. Le bâtiment est posé complètement sur un grand caniveau que j'ai vu de mes yeux depuis ma jeunesse. Vraiment, c'est un bon travail. Ce matin, je suis heureuse. Non, on est délivré. Moi, je suis d'accord pour cette destruction. Même satisfaction au niveau des populations vivant dans le secteur. L'eau connaît son passage, hein? Voilà. Depuis l'arrivée de ce bâtiment, ils ont réduit le ravin. Donc, ils ont pris une partie pour agrandir l'espace, pour pouvoir construire le bâtiment. Ils ont réduit le ravin à un petit caniveau. Ça, c'est tout le problème que vous voyez ici. Ça devait se faire plus tôt. Après la démolition du bâtiment, des travaux d'assainissement vont être réalisés afin de permettre aux eaux de ruissellement, après de fortes averses, d'atteindre ce caniveau pour évacuation. L'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire se structure de plus en plus et plusieurs avancées telles que l'uniformisation des programmes scolaires et la reconnaissance par le ministère de l'Éducation nationale ont été depuis observées. Ces informations ont été données au cours de la célébration des 50 ans de l'école confessionnelle islamique El Fala de Bondoukou. Patricia Omouetia. Cela fait 50 années que l'école confessionnelle islamique El Fala de Bondoukou forme les enfants depuis la maternelle jusqu'au secondaire. Pour cette année scolaire 2017-2018, l'établissement a enregistré 904 élèves. Ces élèves et leurs encadreurs ont voulu marquer le cinquantenaire de leur école, mais aussi les avancées de l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire. L'unification du programme enseigné dans toutes les écoles islamiques. Et ça a été fait. L'unification des examens de fin d'année, ça a été fait. Cette année, nous avons présenté 7728 candidats aux examens de fin d'année. Et notre grande bataille même, c'était la reconnaissance de ces écoles islamiques par le ministère de l'Éducation. Et en 2011, nos écoles islamiques ont commencé à être reconnues par le ministère de l'Éducation. Nous disons merci à Allah, mais merci à Monsieur le Président de la République, en passant par notre sœur Kandia Kamara.
Ces festivités de l'école confessionnelle islamique El Falah ont été parrainées par Diaby Lanciné, directeur général du Fonds d'entretien routier, représenté à la cérémonie. Les différentes contributions ont permis à El Falah de mener des actions humanitaires au profit des nouvelles mamans du CHR de Bandoukou ainsi que des détenus de la prison civile du Gontougo. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.